Bonjour à tous et merci pour l'invitation pour exposer ces travaux à la Journée des chaires. Donc je vais vous parler, donc là on va retourner sur un horizon un peu plus long, donc l'évaluation de produits dérivés long terme, avec en fait comme fil conducteur dans cet exposé comme exemple l'évaluation d'actualisation long terme, d'un taux d'actualisation long terme. Donc c'est un travail en commun avec Nicole et Mohamed Emrad, et qui a bénéficié du soutien, et qui bénéficie encore du soutien d'achat risque financier de l'ANR Lolita, donc, dont Nicole a parlé un petit peu en premier exposé de cet après-midi. Donc nos travaux en fait étaient motivés ou sont motivés par l'évaluation par exemple de produits dérivés de longévité qui sont des produits de maturité très longue qui peuvent aller jusqu'à 30, 40 voire 50 ans. Et dans ces produits, donc, il y a bien sûr le risque de longévité, c'est-à-dire le risque que les assurés du portefeuille, soit de l'assureur ou des pensionnaires d'un fonds de pension, vont vivre peut-être plus longtemps que ce que cet assureur avait estimé. Donc ça, c'est un premier risque. Mais en fait, dans ces produits-là, il y a aussi un risque assez pratiquement tout aussi important, peut-être voire plus, qui est le risque de l'évolution long terme des taux d'intérêt, c'est-à-dire si l'assureur s'est engagé à payer, pour fisquer les idées, 100 € tous les ans, tous les mois comme rente à l'assuré, 100 € dans 30 ans, ça correspond à quoi au jour d'aujourd'hui? Donc c'était avec cet esprit-là qu'on a un peu avancé sur ces questions et qui peuvent se généraliser bien sûr à des évaluations d'autres produits long terme. Donc en finance, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions dans le sens où les marchés sont plutôt court-termistes et on a très peu de liquidités pour des horizons longs. Et les modèles stochastiques qui sont associés à ces horizons courts s'étendent de façon difficile à du long terme. Donc on a un peu regardé ce qui se faisait dans la littérature économique, qui est assez abondante sur le sujet, notamment tout ce qui concerne les aspects économiques de financement de politiques publiques. Alors on a cité ici quelques auteurs, mais il y en a beaucoup. Donc il y a les travaux de Gaulier, d'Ibar-Ekland, d'Ourcade et Lecoq, entre autres. Et leurs questions sont souvent, pas toujours, mais souvent motivées par des questions et des problèmes écologiques. Quels efforts il faut faire aujourd'hui pour réduire le réchauffement climatique, par exemple, sachant que le bénéfice de ces efforts que l'on fait aujourd'hui vont se ressentir que à des horizons lointains, 50, 100 ans. Donc la question générale dans ces travaux-là est comment il faut discounter, actualiser le futur lointain. Alors, un petit pas rappel, mais un petit overview de comment ils approchent cette question-là, et sur la règle centrale dans l'actualisation en économie, qui s'appelle la règle de Ramsey. Alors, pour placer un petit peu le contexte, cette règle de Ramsey va donner un lien, entre actualisation et consommation globale de l'économie, évolution de cette consommation globale de l'économie. Donc c'est un contexte d'optimisation d'utilité, donc dans un cadre standard, avec pour objectif de calculer aujourd'hui, donc aujourd'hui ça va être la date t égale à 0, un taux d'actualisation pour un horizon grand T lointain. Donc ce taux d'actualisation, ça va être noté R0 grand T, et typiquement ça veut dire que 1 € en grand T, au jour d'aujourd'hui en T égale à 0, il va correspondre à exponentielle moins ce taux fois l'horizon grand T. Donc on veut calculer ce R0T et donc la règle de Ramsey se base sur la théorie d'un agent représentatif qui va représenter l'économie. Cet agent représentatif, on va lui donner une fonction d'utilité, donc une fonction d'utilité standard, déterministe, donc c'est une fonction concave strictement croissante, et très souvent dans ces travaux-là, la fonction d'utilité qui est choisie est une fonction d'utilité puissance, c'est-à-dire une fonction d'utilité qui a un coefficient relatif d'aversion au risque alpha constant. Et on va voir que le fait de choisir ce type de fonction d'utilité a des impacts non négligeables sur la façon dont on modélise le taux long terme.
Donc, cet agent représentatif, on va aussi lui assigner donc, une fonction de une consommation agrégée, qui est notée C. Donc, dans les travaux, souvent, on a des formes a priori de cette consommation. On va en voir des exemples dans le slide suivant, soit déterministe, soit brownien géométrique. Et la règle de Ramsey, donc, que j'ai écrite ici, va relier le taux d'actualisation pour l'horizon grand T, le taux de préférence pour le présent, bêta, et l'utilité marginale de la consommation. Donc c'est la règle standard d'actualisation pour le long terme. Alors, hop, je vais trop vite. Encore trop vite. Voilà. Donc par exemple, si donc j'ai dit que la fonction la consommation avait une forme souvent explicite ou une. Donc si on la prend juste déterministe avec le taux de croissance G, eh bien dans ce cas on arrive à la forme simple du taux d'actualisation qui a été donné dans les années 1920 par Ramsey, qui relie le taux d'actualisation, c'est le taux de préférence pour le présent, plus l'aversion au risque, fois le taux de croissance de la consommation. Donc même avec cette règle très simple, en fait, il n'est pas évident de savoir quels paramètres il faut mettre, quelle valeur il faut donner à ces paramètres bêta, alpha et G. Donc je donne ici, mais je passe rapidement quelques exemples de paramètres, soit pris dans la revue Stern sur le changement climatique. On voit que quand même, si on change un petit peu ces paramètres, on va trouver un R0T différent et qui va avoir un impact considérable sur la vue au jour d'aujourd'hui, par exemple d'1 million d'euros dans 100 ans. Et encore là, dans ces exemples, on a gardé le même bêta qui était 0,1, alors que si on veut donner plus ou moins de poids aux générations futures, on peut jouer aussi sur ce taux de préférence pour le présent. Donc un autre exemple, cette fois la consommation n'est pas supposée déterministe, mais suivre un brownien géométrique avec une entre guillemets variante volatilité sigma, et dans ce cas à nouveau on a une forme assez simple pour le taux d'actualisation qui en particulier, c'est une courbe plate, elle ne dépend pas de l'horizon grand T. Alors voilà, donc il y a quand même difficilement un consensus sur savoir quelle valeur il faut donner à R0T. Et c'est là où je vais un petit peu donner un peu les challenges que l'on a pointés en regardant, en étudiant cette littérature et pour lesquels on a essayé d'apporter quelques réponses. Qui est la première chose, c'est qu'on se rend compte que quand on a des horizons si éloignés, il faut arriver à avoir un problème des critères de décision, donc critères ici d'optimisation aussi, liés à ces critères d'optimisation qui soient adaptatifs, qui soient séquentiels. Donc les économistes ne sont pas toujours d'accord sur quelle valeur donner à ces valeurs bêta, alpha et G, mais par contre, en lisant, on a un certain consensus que la règle de décision, ça serait bien qu'elle arrive à être séquentielle et qu'elle s'adapte au cours du temps en fonction de ce que l'on a appris de nos expériences passées, de comment le monde autour de nous, l'environnement économique, etc., a évolué. Donc ça a été bien notamment expliqué dans le papier de nos collègues Lecoq et Ourcade. Et puis, ils indiquent aussi le fait que d'avoir cette règle de décision séquentielle, ça permet dans un premier temps de trouver un accord partiel et que les divergences, au fur et à mesure, s'amenuisent et peuvent être adaptées dans la règle de décision future. Donc, ce que l'on peut nous apporter à ce point-là, c'est d'utiliser des utilités que l'on appelle progressives ou utilités forward. En fait, c'est des utilités dynamiques qui ne sont pas fixées dès la date 0, mais qui vont se nourrir et apprendre et se calibrer sur un ensemble de processus tests qui va correspondre en fait à l'évolution de l'économie ou du marché et qui va nous permettre notamment d'apporter des stratégies optimales, des solutions qui vont être consistantes en temps. C'est l'aspect dynamique de l'utilité et l'aspect dynamique de ces travaux-là, dans le sens où si je peux faire des règles de décision séquentielles, si je m'arrête, je veux optimiser ou regarder les choses de 0 à grand T', si je m'arrête à un grand T au milieu, ça va rester cohérent, et que je fasse de 0 à grand T puis de T à grand T', ça va être la même chose que si je fais directement de 0 à T'.
Donc je vais pas. Donc ces utilités forward donc, ont été introduits dans des papiers en 2007 par Marek Musiela et Talia Zerepopoulou et ont été ensuite étudiés sur leur existence, comment les construire et quelles sont leurs propriétés par Nicole et Mohamed ensuite en 2013. Donc je vais pas vous parler de ça parce que d'une demi-heure c'est court. Je vais plutôt regarder et approfondir un petit peu plus le deuxième point, qui est que dans ces marchés où on a des horizons très longs, forcément on va avoir des produits qui vont être souvent très illiquides. Donc qui dit illiquidité, donc des produits qu'on ne va pas pouvoir couvrir. Et il faut faire attention dès qu'on va proposer pour ces produits-là une règle de prix linéaire. Donc il faut aller peut-être un pas au-delà de la règle de prix linéaire et essayer de proposer une évaluation qui arrive à capturer à la fois l'impact de la taille de la transaction. Lorsque le marché est illiquide, si je dois vendre 1000 quantités d'un actif, je risque de ne pas arriver à en retirer le même prix que 1000 fois le prix d'un seul actif. Donc, la règle de prix linéaire ne va pas forcément très bien arriver à capter ce risque-là de la taille de la transaction et toujours avec un petit peu notre vision et notre fil conducteur actualisation, on voulait aussi essayer d'avoir un peu l'impact de la richesse, par exemple de la richesse de l'économie dans cette règle d'évaluation. On se rend compte lorsqu'on regarde un petit peu simultanément l'évolution du PIB d'un pays avec l'évolution des taux, qu'il y a un certain lien, que ça évolue pas la courbe l'un de l'autre décorrélée, et on voudrait arriver à montrer quel est l'impact de la richesse. Et typiquement, si on reste sur des utilités qui sont puissances, comme ces utilités, elles sont d'une forme assez spécifique, l'impact de la richesse, on n'arrive pas à le récupérer et à le voir. Donc ce que je vais proposer ici, c'est de juste proposer par exemple un ordre, d'aller juste un pas au-delà de la règle de prix linéaire, parce que la règle de prix linéaire c'est quand même assez facile puisqu'on peut faire des calculs explicites, donc il ne s'agit pas d'avoir un arsenal trop compliqué qu'on n'arrive pas forcément à mettre en place, et juste d'aller jusqu'à un développement à l'ordre 2 du prix d'utilité, d'indifférence d'utilité, qui est en fait, et c'est ce qu'on va voir dans les slides suivants, qui correspond en fait à la règle de Ramsey. La règle de Ramsey, finalement, elle peut s'interpréter comme un prix d'utilité d'indifférence marginale, c'est-à-dire correspond juste à un développement à l'ordre 1. Donc on va voir ce qui se fait à l'ordre 2 et surtout pas avec une utilité puissance si on veut arriver à avoir l'impact de la richesse. Voilà. Donc, quand on veut tenir compte de l'incomplétude du marché, de la taille de la transaction, une façon de faire, c'est de procéder, de calculer des prix d'utilité d'indifférence. Donc, je vais juste rappeler un petit peu comment la définition de ces prix-là, pour ensuite pouvoir faire juste une évaluation à l'ordre 2, un développement à l'ordre 2. Alors, bon, ici un petit slide pour bien fixer les idées. On prend un marché qui va être dirigé, donc un marché continu par un mouvement brownien grand N. A priori, le marché peut être incomplet. On peut supposer qu'il y a moins d'actifs risqués grand N que la dimension de la source d'aléas dirigée par le brownien. Et les processus, les paramètres de marché sont le taux court, R, la prime de risque, eta, et la matrice de volatilité, sigma. Alors on va rester, pour faire le lien avec la règle de Ramsey, toujours dans un problème d'optimisation avec un agent représentatif qui va avoir à choisir une certaine consommation C et choisir un certain portefeuille Pi, où Pi est le pourcentage, la fraction de sa richesse qu'il va investir dans les actifs risqués. Donc en fait, sa stratégie, au lieu de la paramétrer par C et Pi, on va plutôt la paramétrer par C et kappa, où kappa, c'est l'image par la matrice de vol, sigma, de cette fraction pt. Car lorsqu'on écrit la dynamique de la richesse de cet agent-là, cette dynamique d'autofinancement, on voit que le paramètre de volatilité de sa richesse, eh bien, en fait, c'est sigma fois pt. Donc on va paramétrer la stratégie d'un agent par kappa et par C. Donc les stratégies sont autofinançantes. L'autofinancement nous donne cette dynamique-là, sachant que, pour toujours faire le lien avec ce qu'on a présenté au début, l'agent est autorisé à retirer une certaine consommation de sa richesse tant que celle-ci reste positive.
Donc on va donner un processus, un critère d'optimisation. Donc souvent en optimisation, ça peut être assez agréable de regarder le problème dual. Et donc le problème dual, il va faire intervenir ces processus Y que l'on appelle des processus de prix d'état, que l'on peut aussi voir comme des noyaux de pricing. En fait, ces processus de prix d'état, ce sont tout simplement les densités des probabilités risque neutre aux probabilités martingale par rapport à la probabilité historique. Quand on fait du pricing, on évalue souvent l'actif ne va pas être évalué sous la proba historique, il faut passer sous une proba risque neutre, proba martingale, et en fait, cette évaluation en passant par cette proba martingale, il suffit, la densité c'est Y, il suffit de rester sous P et de multiplier ce que l'on souhaite évaluer par Y. Alors, voici les problèmes d'optimisation que l'on va regarder. Donc c'est vraiment archi standard. On va chercher à optimiser l'utilité de la richesse terminale et plus l'intégrale de l'utilité de la consommation parmi les stratégies admissibles autofinançantes. Comme je le disais, par convexité, ce problème revient, on peut le résoudre en regardant le problème dual qui lui consiste à minimiser cette fois, ça sera l'utilité duale, qu'on appelle aussi transformée de Fenchel-Legendre de U, en Y, en ce prix d'état, plus V tilde. Alors là, j'ai inversé, c'est-à-dire que, excusez-moi, là c'est du V tilde et là c'est du U tilde, hein, en Y. Donc voilà, de la résolution de ces deux problèmes, on en déduit un lien entre les processus optimaux, en particulier entre la consommation optimale et le noyau de pricing optimal. Donc qui sont le C étoile, lui, c'est le processus optimal du problème primal, et le Y étoile, c'est le processus optimal du problème dual. Donc on a cette relation-là que l'on va plutôt regarder, puisque moins V tilde, quand je les dérive, ça correspond à la dérivée de l'utilité initiale, primale. Donc on va plutôt regarder ces relations-là, que je réécris de façon dynamique, que j'écris ici de façon dynamique pour tout tenter. Si je l'écris à la date 0, ça revient à cette équation-là. Et si je les divise, on a exactement cette relation petit 5. Qui est l'utilité marginale de la consommation. Donc ma règle de Ramsey, entre guillemets, que l'on a écrit précédemment au début de l'exposé, qui écrit les utilités marginales, ce qui avait cette forme-là. Bon, on avait un bêta qui était le facteur de taux de préférence pour le présent, qui peut être vu aussi dans l'utilité. C'est ni plus ni moins que le ratio de ces prix d'état entre grand T et petit t. Et ça, on va le voir, c'est exactement du pricing d'indifférence d'un point de vue marginal, que l'on appelle aussi pricing de Davis. Donc, qu'est-ce que le prix d'utilité d'indifférence? Donc, le prix d'utilité d'indifférence, c'est le prix pour lequel l'agent va être indifférent entre investir ou vendre une certaine quantité Q d'un actif xθt en grand T et de ne rien faire. Donc, pour fixer les idées, je vais parler d'un prix de vente. Donc, Q ici va être positif. Et j'ai le choix entre devoir délivrer à l'instant grand T la quantité Q de cet actif contingent ou de ne rien faire et de regarder juste mon problème d'optimisation sans aucun actif contingent. Et le prix d'utilité d'indifférence déterminé à la date petit t, sachant que j'ai une richesse initiale de petit x pour l'actif contingent xθt et pour q quantité de cet actif-là, c'est la valeur ptxq qui annule cette relation, qui vérifie cette relation non linéaire. C'est-à-dire ici, à la date petit t, je reçois ce prix-là qui est le prix donc, de vente de Q actif de xθt, sachant par contre qu'en grand T, va falloir que je le délivre. Ça va être déduit de ma richesse. Et à droite, je ne considère pas du tout cet actif, je fais comme s'il n'existait pas. Donc c'est une règle de prix non linéaire, donc on va réussir à capter l'impact de la taille de la transaction. On va avoir le prix d'achat et le prix de vente ne va pas être le même, on va avoir une fourchette bidasque. Mais par contre, c'est assez compliqué, même très compliqué à calculer. Donc ce que l'on fait, dans un premier temps, ce que les gens font souvent, c'est de regarder juste le prix marginal d'utilité, qui s'appelle aussi le prix de Davis pour l'auteur, qui est un petit peu
proposé cette règle d'évaluation qui, donc ce prix marginal d'utilité au prix Davis correspond donc au prix. Donc cette fois, il ne va plus vraiment y avoir, ça ne va pas y avoir d'impact de la quantité Q, ça va être une règle d'évaluation qui va être linéaire, comme on le voit ici. Donc elle est définie comme annulant la dérivée de ma fonction d'utilité que j'avais lorsque je considérais l'actif xeta pour autour la dérivée prix en Q est égal à 0. Et elle se calcule explicitement et le prix est donné par l'espérance conditionnelle prix à la date t de mon actif contingent sa valeur en grand T fois ce noyau de pricing en Y étoile T, mais comme là je le vois à la date petit t, il faut que je divise par Y étoile petit t. Mais donc c'est une règle de prix linéaire qui est exactement la règle de Davis, la règle de Ramsey que l'on avait avant. Donc peut-être aller un petit peu rapidement, mais typiquement, le bond, le prix du zéro coupon, il peut être relié avec le taux d'actualisation RM, et lorsque l'on fait le calcul, on voit que c'est exactement la règle de Davis. Donc dans ce cas, les taux d'intérêt qui sont donnés, donc on appelle équilibrium, mais par la règle de Ramsey, correspondent au prix d'utilité marginale, mais à nouveau j'insiste, ils correspondent que lorsque l'on a à faire des petites transactions. S'il faut faire des plus grandes transactions, on va être embêté, on va passer à côté de la taille de la transaction qui peut être une source importante de risque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller, sans sortir, entre guillemets, l'artillerie lourde des prix d'indifférence et des calculs très compliqués? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste de regarder, de faire un développement de ce prix d'utilité d'indifférence, mais à l'ordre 2. Donc, c'est ce que l'on a fait ici. Donc, ça, c'est le prix d'utilité d'indifférence, donc calculé à la date petit t, pour un actif contingent xeta t, qui serait délivré en grand T, donc pour une quantité Q, sachant que j'ai une richesse initiale de petit x à la date petit t, et je fais le développement limité autour de petites quantités, Q égale à 0, donc on va faire à l'ordre 2. Ici, on a exactement la règle, le prix de Davis, qui est linéaire, mais on va avoir un terme d'ordre 2 qui va être en Q carré, et qui va notamment faire intervenir le quotient de moins U, la dérivée seconde de U sur la dérivée première de U, qui est le coefficient d'aversion au risque absolu de l'agent. Et ce terme d'ordre 2, ici, il va dépendre en particulier donc de ces dérivées à l'ordre d'1 à l'ordre 2 de la fonction d'utilité qui est en fait ici, alors comme je n'ai pas trop fait le distinguo, ça va être la valeur, la value function de la fonction valeur de notre problème d'utilité. On voit bien donc la dépendance qu'il va y avoir avec l'impact de la richesse lorsque je calcule mon prix à l'instant petit t. Alors, les fonctions d'utilité puissance. Donc le premier réflexe que l'on a à faire, qu'est-ce qui se passe si je prends le cas particulier des fonctions d'utilité puissance, puisque c'est ça qui est souvent utilisé. Donc ce cas particulier des fonctions d'utilité puissance nous amène les utilités puissance, les processus optimaux, les Y étoiles, les C étoiles, etc. Mais là, c'est surtout Y étoiles puisque je suis dans le pricing. Ils sont linéaires en leurs conditions initiales. Si je regarde là, c'est mon petit Y. Mon petit Y, c'est UX de ma richesse X, je peux le sortir, ça ne va pas impacter mon Y. Donc du coup, par linéarité, lorsque je réinjecte dans la formule de mon slide précédent, mon terme d'ordre 2, il s'annule. Donc si je conserve des fonctions d'utilité puissance, je ne vais pas réussir, au moins à l'ordre 2, mais en fait comme c'est linéaire, même si je montre à d'autres ordres, ça sera le cas, je n'arrive pas à récupérer l'impact de la richesse avec ces fonctions d'utilité. Alors néanmoins, les fonctions d'utilité puissance, je les aime bien, parce que c'est des fonctions d'utilité pour lesquelles on arrive à calculer des choses et on arrive à mener les résultats. Donc notre idée était de garder ce côté calcul explicite des fonctions d'utilité puissance, mais de les mélanger un petit peu pour arriver à récupérer de la non-linéarité par rapport aux conditions initiales. Et pour ce faire, on va avoir une vision un petit peu mélange, dans lequel on va considérer plusieurs agents qui sont regroupés en fonction de leur aversion pour le risque alpha, et la fonction Y de l'agent représentatif va être un mélange de ces Y de chaque catégorie d'agents qui ont une aversion pour le risque alpha. Et notre fonction de mélange, nos poids que l'on va attribuer à la catégorie d'agents qui ont d'utilité U alpha, ça va être ces poids Y alpha, qui sont des poids impositifs en Y et strictement croissantes.
Donc ce Y étoile, en faisant des mélanges en fonction de mes agents, hein, c'est un peu de l'inconvolution, sachant que notre richesse initiale, alors la Y c'est pas vraiment la richesse, mais il y a une bijection avec la richesse, donc il est redispatché selon tous nos agents qui ont la version au risque alpha. Eh bien, on va récupérer de la non-linéarité. Donc là, je construis Y de l'agent représentatif. Je ne sais pas quelle est sa fonction d'utilité. En tout cas, je ne peux pas forcément vous la montrer comme ça. Mais par contre, je sais qu'il existe une fonction d'utilité U. On sait la construire à partir de ce qui est associé à ce Y étoile optimal. Hein. Ça, c'est toute la puissance des utilités progressives dont je vous ai parlé un petit peu au début. Alors, avec cette fonction Y étoile, eh bien, je peux expliciter le terme d'ordre 2 qui est donné ici. Et ce terme d'ordre 2, hein, ici PU alpha, ça va être le prix de Davis pour les agents qui ont l'utilité alpha. Et PU, c'est le prix de Davis pour cette fonction d'utilité de l'agent représentatif, hein, mélangé U. Et donc ce terme d'ordre 2, il va être capté, enfin, il va faire intervenir cette fonction qui est ce G alpha, alors lui-même et aussi sa dérivée, qui en fait nous dit comment est dispatchée la richesse, quels sont les poids selon les différents agents, types d'agents, selon leur aversion pour le risque alpha. Donc maintenant, si on veut, alors bien sûr, pour aller plus loin, il faut spécifier cette fonction-là et étudier la monotonie de ces prix-là par rapport à la richesse initiale. C'était un petit peu notre idée au départ. Donc on voit que le prix de Davis, lui, va être monotone, il va avoir la même monotonie que notre poids ici, G alpha, notre poids repondéré, et que le terme de correction, le terme d'ordre 2, lui, il va aussi faire intervenir la dérivée par rapport à la richesse de G alpha. Voilà, donc on est en train un peu de voir comment, quels paramètres mettre sur cette fonction G alpha. Donc on discute un petit peu aussi avec des gens de France Stratégie qui ont aussi ces problèmes au niveau d'évaluation des politiques publiques pour arriver à avoir un cadre un petit peu concret et plausible pour avoir concrètement et pouvoir modéliser concrètement des impacts de ces termes d'ordre 2 et de sa dépendance en la richesse de l'économie. Voilà, je finis par juste quelques références et je vous remercie.